Mensuelle de Landar. Aujourd'hui, le thème, c'est l'ostéoporose et la polyarthrite rhumatoïde. Donc, comme d'habitude, je pense qu'on a pas mal d'habitués ce soir. On va faire les petites vérifications techniques avant de démarrer. Donc, sur votre droite, dans l'encart chat, vous allez renseigner votre prénom et la ville où vous résidez. Alors, je vois Damien de Montpellier, Anne-Marie de Darles. On a Catherine de Libourne, Michel du Havre, ça a l'air d'arriver, oui, Coralie, Nathalie, oui, bon, ça, ça a l'air de marcher, tout va bien, Béatrice, bonsoir. Hop. Donc, la présentation des intervenants ce soir, nous avons avec nous le professeur Thierry Thomas, qui est rhumatologue au CHU de Saint-Étienne et qui va faire une présentation donc, sur le sujet. Bonsoir. Bonsoir. Sonia Tropé, directrice de l'association de Landar, qui va animer la webconférence, et moi-même, représentante d'Ebuterra, qui gérerai les questions. Voilà. Et je vais laisser la parole à Sonia. Bonsoir Sonia. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être déjà là si nombreux encore ce soir. Donc, comme à notre habitude, je vous présente les petites informations autour de la vie de l'association. Donc, toujours le calendrier qui, depuis janvier, défrait la chronique avec tous ces portraits de gens tout nus. Donc, pour novembre, c'est Karim qui nous partage donc sa petite phrase « Qui perd gagne ». Petit jeu de mots de Karim qui a lui aussi bravé tous ses tabous pour partager ce témoignage et cette photo pour sensibiliser principalement les professionnels de santé, mais aussi les patients à l'image de soi, trop peu souvent abordée dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. Je vous rappelle qu'il y a une session en cours pour la formation en ligne gratuite qui est proposée par Landar. Donc, la première formation en ligne pour les patients, mais aussi pour les professionnels de santé qui le souhaitent, pour explorer tout ce qui a trait à la maladie et pour mieux vivre avec, comment faire face, comment mieux se débrouiller, être plus autonome dans sa prise en charge et dans son quotidien. Donc, c'est encore le moment de vous connecter et de faire cette formation, même si ensuite, vous le savez maintenant, vous pouvez la suivre à tout moment de l'année en e-learning simple, c'est-à-dire que vous n'avez pas de tuteur pour vous accompagner, mais vous avez accès à tout le contenu de cette formation que vous pouvez picorer selon vos besoins du moment. Et pour avancer donc ce soir, on est quand même au mois de novembre, donc c'est la 11e webconférence mensuelle. Vous le savez, toutes celles qui sont passées, vous y avez accès en replay, donc n'hésitez pas à les voir et à les partager autour de vous. Le mois prochain, ce sera la dernière de l'année avec le sujet peur et croyance qui sera abordé par le professeur Laure Gossec. Donc, on vous attend le 13 décembre autour de ce sujet-là. Et pour ce soir, donc comme le disait Elodie tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir l'intervention du professeur Thierry Thomas sur l'ostéoporose, qui est une de ses grandes spécialités. Bonsoir. À toi. Alors, je vais vous parler d'ostéoporose parce que c'est un domaine qui nous concerne particulièrement au CHU de Saint-Étienne, à la fois sur le versant clinique et sur le versant recherche. Mais bien évidemment, la présentation sera orientée sur l'ostéoporose, maladie associée à la polyarthrite rhumatoïde. Je vous montre mes liens d'intérêt. Et voici le sommaire de la réunion. Pour commencer, déjà, l'ostéoporose, c'est quoi? Si tu peux nous expliquer, parce que tout le monde en parle, c'est quelque chose qu'on lit beaucoup dans les journaux, tout le monde est plus ou moins atteint d'ostéoporose, mais au final, c'est quoi l'ostéoporose? Alors, l'ostéoporose, c'est bien une maladie, même si on entend parfois le contraire dans certains médias. C'est une maladie au sens où c'est une perturbation du fonctionnement d'un des organes clés que constitue le squelette, parce qu'il faut avoir à l'esprit que on considère l'ostéoporose comme une maladie généralisée du squelette. C'est une maladie du tissu
osseux. Et elle est caractérisée par le fait que la survenue de l'ostéoporose s'accompagne d'une fragilité du squelette liée à une détérioration quantitative ou qualitative de son tissu osseux. Et cette détérioration et cette fragilité va conduire à un risque accru de fractures dites de fragilité, c'est-à-dire des fractures qui surviennent dans des conditions qui ne devraient pas normalement entraîner de fractures, c'est-à-dire une simple chute de sa hauteur ou parfois simplement un effort. Cette maladie touche les différents compartiments du tissu osseux. Elle touche ce qu'on appelle l'os compact ou l'os cortical, qui constitue essentiellement l'enveloppe des gros os comme le fémur, l'humérus par exemple, ou le tibia. Et puis elle concerne aussi l'os spongieux. On utilise aussi le terme d'os trabéculaire du fait de sa structure en réseau. Cet os spongieux étant la première zone du squelette qui est touchée par l'ostéoporose, notamment sur des sites où il est prépondérant, c'est le cas des vertèbres. Alors pourquoi cette maladie se développe au cours de la vie et concerne finalement une très large proportion de la population? Eh bien parce que dans la vie d'un sujet, il y a une phase où on va acquérir son capital osseux, c'est une phase de maturation, de croissance osseuse, et on va arriver à un cap qui est ce qu'on appelle le pic de masse osseuse, qui est grosso modo autour de 20 ans. Entre 20 et 30 ans, on est dans une situation d'équilibre avec un processus de remodelage de l'os ancien qui est équilibré. On enlève autant d'os anciens que l'on met d'os nouveaux à la place, quels que soient les compartiments osseux. Et puis, à partir de 30 ans, chez les hommes comme chez les femmes d'ailleurs, on voit débuter des processus dits de sénescence, avec des cellules qui deviennent anormales, qui fonctionnent moins bien, et s'installe à ce moment-là une perte osseuse lente. On va enlever davantage d'os anciens que l'on va mettre d'os nouveaux. Chez la femme, à partir de 50 ans, il y a une accélération de ce processus qui est lié à la carence des œstrogènes induite par la ménopause. Et cette accélération du processus va durer 10 à 15 ans. Puis ensuite, la pente de perte osseuse retrouve une vitesse qui est comparable à celle des hommes. Mais évidemment, cette accélération transitoire du processus de sénescence du tissu osseux fait que les femmes sont plus rapidement dans une situation à risque avec un os fragile. Bon, merci beaucoup. Maintenant, on sait bien ce que c'est et finalement, la première conséquence de l'ostéoporose, c'est quoi? Alors, il faut bien avoir à l'esprit que l'ostéoporose est une maladie qui n'entraîne pas de symptômes. On ne se rend pas compte qu'on perd du tissu osseux. Et la première conséquence clinique de l'ostéoporose, c'est la survenue de fractures. Et c'est souvent à ce moment-là que cette maladie est diagnostiquée, même si on le reverra par la suite au cours de ce webinaire. Il y a des situations qui doivent faire penser à une ostéoporose, parce qu'on sait que ce sont des situations qui sont à risque de voir une ostéoporose se développer de manière plus fréquente que dans la population générale. Et c'est le cas de la polyarthrite rhumatoïde.
Si on regarde ce petit graphique, et si on compare une population qui a une polyarthrite rhumatoïde par rapport à une population générale de même âge, pour chacun des sites de fracture qui sont marqués en ordonnée de ce graphique, en anglais, bassin, fracture vertébrale clinique, côte, humérus, tibia, fémur, radius ou toute fracture ostéoporotique, on voit que pour l'essentiel de ces sites, les petits carrés verts se trouvent du côté droit du trait qui passe par le 1. Ça veut dire donc que le risque relatif de patients atteints d'une polyarthrite rhumatoïde est toujours plus élevé dans la population atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde que dans la population générale. Donc, je vous parlais de situations qui sont à risque de voir se développer une ostéoporose de manière plus fréquente que dans la population générale. La polyarthrite rhumatoïde en est clairement une. C'est un premier graphique qui le démontre. En voilà un autre qui a comparé deux populations, là encore, une population atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde versus une population sans polyarthrite rhumatoïde de même âge, avec, vous voyez, des polyarthrites rhumatoïdes qui, en moyenne, dans ce groupe d'études, évoluaient depuis une quinzaine d'années. Et dans cette étude, ils ont regardé la proportion de patients qui avaient des fractures vertébrales avec une déformation du corps de la vertèbre sur des radiographies de l'ensemble de la colonne. Et vous voyez que par rapport à la population dite contrôle, qui n'avait pas de polyarthrite rhumatoïde et chez qui seuls 5% d'entre elles avaient des fractures vertébrales, vous voyez que dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est près de 28%. Donc, il y a une probabilité en risque relatif qui est 6 fois plus élevée dans la population avec polyarthrite rhumatoïde par rapport à la population sans polyarthrite rhumatoïde. Donc, quel que soit le site du squelette auquel on s'intéresse, il y a davantage de fractures témoignant d'une ostéoporose sous-jacente dans la population atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde. Et en fait, par quels moyens on mesure le risque justement de faire une fracture? On dit que le risque est augmenté, mais comment on l'évalue? Alors, il y a des manières de faire ça. En France, la recommandation principale, c'est de se baser sur les facteurs principaux, c'est-à-dire l'âge, les antécédents personnels de fracture, les antécédents familiaux de fracture ou les situations à risque comme la polyarthrite rhumatoïde. Et dans toutes ces situations-là, la combinaison éventuelle de ces facteurs doit faire au minimum réaliser une mesure de densité minérale osseuse qui donne au minimum une évaluation quantitative du problème, même si on n'a pas aujourd'hui d'outils permettant une appréciation qualitative du tissu osseux. Mais pour essayer d'aller plus loin, l'OMS a développé un score qui est intéressant, je vous le montre, c'est le score FRAX. Il est intéressant parce qu'il montre les éléments clés qui vont augmenter le risque de développer une ostéoporose et surtout évaluer la probabilité de faire une fracture. Alors, vous voyez, c'est des choses assez simples, il y a l'âge, le sexe, le rapport poids-taille, les antécédents de fracture, les antécédents familiaux de fracture, le fait de fumer, d'avoir des corticoïdes, la valeur de densité minérale osseuse. Et puis, parmi ces 12 facteurs qui sont les facteurs les plus forts sur le risque d'ostéoporose et surtout le risque de développer une fracture liée à l'ostéoporose, on voit que la polyarthrite rhumatoïde ressort comme un des éléments clés. Alors même si en pratique,
quotidienne, au moins en France, on utilise peu ce score parce que finalement, les éléments cliniques dont on dispose nous donnent la même réponse. Ce soir, en tout cas, ce score est important parce qu'il vous montre combien la polyarthrite rhumatoïde est un élément associé au développement de l'ostéoporose, puisque dans une population générale, avec des malades atteints de polyarthrite rhumatoïde et des sujets qui n'ont pas cette maladie, on voit que c'est un des éléments prédictifs clés dans l'évaluation du risque. Alors, on a vu dans le score FRAX qu'il y avait dans les éléments le fait d'avoir une polyarthrite rhumatoïde. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à cette pathologie? Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a longtemps pensé qu'il y avait des éléments spécifiques à la polyarthrite rhumatoïde, mais je vous ai sélectionné quelques travaux scientifiques des 15 dernières années. Et vous allez voir que ce qui est finalement important chez les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde, c'est de bien penser à l'ostéoporose. Mais ensuite, dans les facteurs associés à la polyarthrite rhumatoïde qui vont augmenter encore le risque d'ostéoporose et de fractures ostéoporotiques, on va finalement avoir des éléments que l'on retrouve dans la population générale. Alors, premier travail, c'est une très grosse étude qui avait été publiée il y a une petite dizaine d'années maintenant, qui cherchait à évaluer dans une très large cohorte les déterminants du risque de fracture chez des patients avec polyarthrite rhumatoïde. Et vous voyez que dans les principaux déterminants, il y avait la durée de la maladie, le faible poids corporel. Le fait d'être maigre est un facteur favorisant d'ostéoporose. Le surpoids est un élément un peu protecteur. L'obésité est de nouveau un élément délétère. Donc, c'est une espèce de courbe en U. Hein. Quand on est à peu près au milieu, ça va. Des deux côtés, maigre ou très gros, on est à plus haut risque. Et puis, dans cette étude, il y avait aussi la prise de glucocorticoïdes oraux, mais vous verrez que ce n'est pas retrouvé dans toutes les études et j'insisterai là-dessus. Dans cette population, ensuite, si on excluait le fait d'avoir pris des glucocorticoïdes, on retrouvait comme facteur favorisant de faire une fracture le fait d'en avoir déjà fait une. Donc, sur cette première diapositive, l'élément très spécifique à la polyarthrite rhumatoïde, c'était la durée de la maladie. Mais ensuite, le faible indice de masse corporelle ou l'antécédent de fracture, c'est des choses que l'on voit dans la population générale. Ensuite, si on essayait de comparer dans cette même étude l'importance de chacun des facteurs cliniques de développer une fracture, on voyait finalement que le plus important, c'était le fait d'avoir déjà fait une fracture, c'était le fait de faire des chutes, alors que, à l'inverse, le fait d'être traité avec des traitements de fond de la polyarthrite rhumatoïde était plutôt un élément protecteur. Et puis, bizarrement, et j'y reviendrai, le fait d'utiliser des glucocorticoïdes, alors que l'on sait que ce sont des médicaments qui ont un impact négatif sur le tissu osseux, le fait d'être traité avec des glucocorticoïdes, dans cette étude, apparaissait plutôt comme protecteur. Donc ça, cette étude, elle a deux implications très fortes d'un point de vue de la prise en charge des malades. C'est que si on a un patient avec une polyarthrite rhumatoïde et qu'il fait une première fracture, il faut être extrêmement vigilant, évaluer son statut osseux pour éventuellement dépister une ostéoporose sous-jacente et traiter cette ostéoporose sous-jacente. De la même manière, si on a un patient ou une patiente avec une polyarthrite rhumatoïde qui chute, et on sait que
ce sont des patients qui sont plus à risque de chuter en vieillissant, et bien là encore, on est dans une situation à risque qu'il convient de bien prendre en charge. Et c'est d'ailleurs ce qui est retrouvé de manière indirecte dans cette autre étude qui, là encore, cherchait à évaluer les facteurs associés à l'existence ou non d'une fracture vertébrale dans une population de patients avec une polyarthrite rhumatoïde. On voyait que l'âge était un facteur associé, comme dans la population générale. Le fait d'avoir déjà fait des fractures, qu'elles soient vertébrales ou non vertébrales, était associé à la survenue de nouvelles fractures vertébrales. Là encore, ce sont des paramètres que l'on rencontre dans la population générale. Mais on voyait aussi que le niveau de handicap mesuré ici par un score qu'on appelle le HAQ, le niveau de handicap lié à la maladie rhumatologique était associé à un risque plus élevé de fracture incidente. À l'inverse, l'utilisation de corticostéroïdes n'était pas associée à la survenue de fractures. Et puis j'ai parlé, il y a deux diapositives du problème de la chute. Comment on différencie les non-chuteurs des chuteurs dans une population avec polyarthrite rhumatoïde? Eh bien, il y a le fait d'avoir déjà chuté. Quelqu'un qui chute est à risque de nouvelles chutes, et plus on avance en âge, plus ce phénomène s'intensifie. Et ça, vous voyez, toutes les études le montrent, hein, je vous en ai cité deux, mais il y a beaucoup d'études qui montrent ça. Donc, il ne faut pas du tout minimiser la chute, même si les patients trouvent toujours une bonne raison pour expliquer la raison de la chute. Ce n'est pas anodin de chuter, et c'est une situation qui devient rapidement une situation à risque de fracture. Et vous voyez aussi qu'il y a la douleur. Les patients chuteurs sont des patients qui ont souvent une maladie qui est moins bien contrôlée, et parce qu'ils sont douloureux à cause de leurs articulations, eh bien, ils vont être plus à risque de chute. On retrouve la notion de handicap ici, la notion de comorbidité. Plus on a de maladies associées, plus on est à risque de chuter. Donc la chute témoigne vraiment d'une fragilité générale des patients. À cela s'ajoute, dans le cas spécifique de la polyarthrite rhumatoïde, le problème de la détérioration de l'état musculaire des polyarthrites rhumatoïdes lorsqu'elles ne sont pas bien contrôlées. Et il faut se méfier, c'est évidemment indépendant du poids, puisqu'on sait que les gens qui sont en surpoids du fait d'un développement exagéré du tissu gras, mais aux dépens du tissu musculaire. Donc on a vu la polyarthrite rhumatoïde par ses effets sur les articulations, qui va donc retentir sur la capacité fonctionnelle et le risque de chute à travers ce phénomène, un effet sur le risque de fracture. Elle va aussi avoir un effet sur le muscle, et puis elle peut avoir, lorsqu'elle est mal contrôlée, un effet direct sur le tissu osseux avec une accélération du processus de perte osseuse que l'on a décrit au tout début et qui est plutôt lié, lui, à des phénomènes de sénescence et des phénomènes hormonaux. Alors maintenant qu'on a bien compris tout ce qui était en rapport avec la polyarthrite rhumatoïde, quelle est la stratégie thérapeutique qu'on peut mettre en place? Comment on combat l'ostéoporose? Quelle est la prise en charge et comment on s'y prend? Je pense qu'un des éléments clés, c'est de bien évaluer les patients qui sont à risque, et j'espère dans les précédentes diapositives vous avoir convaincu que le fait d'avoir une polyarthrite rhumatoïde, surtout lorsqu'on avance en âge, augmente la probabilité de développer une ostéoporose et fait des patients ayant une polyarthrite rhumatoïde des patients
à risque de fracture, de fragilité. Donc, le premier moyen de combattre ça, c'est d'y penser et d'évaluer correctement les patients. Parce que, vous allez le voir ensuite, évidemment, tous les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde n'ont pas une ostéoporose. Mais c'est important, dans cette situation-là, de penser à évaluer le statut osseux. Alors ensuite, je vous ai mis un petit schéma compliqué, mais vous allez voir qu'il est en réalité assez simple. C'est pour vous faire toucher du doigt la relation qu'il y a entre la polyarthrite rhumatoïde, qui évidemment pour tout le monde est une maladie de l'articulation, mais vous allez voir aussi que c'est une maladie du tissu osseux, parce que dans le processus biologique de développement de la polyarthrite rhumatoïde, il y a la production de cytokines, c'est-à-dire des petites protéines, qui stimulent le processus inflammatoire. Et on connaît ces protéines, hein, ce sont le TNF, l'interleukine 6, l'interleukine 1, qui sont toutes maintenant des cibles de nos traitements dirigés contre la polyarthrite rhumatoïde. Mais ces petites protéines, elles vont non seulement stimuler le processus inflammatoire articulaire, mais elles vont aussi retentir sur le fonctionnement de régulation du tissu osseux. Et à chaque fois, elles vont augmenter le processus de résorption osseuse, elles vont augmenter la quantité d'os ancien que l'on va enlever sur chacune des unités, des zones de remodelage du tissu osseux, et elles vont diminuer la quantité d'os nouveaux que l'on va mettre sur ces mêmes zones qui sont en cours de renouvellement. Donc vous voyez que le processus inflammatoire va totalement déséquilibrer la résorption osseuse et la formation osseuse qui normalement doivent être le plus égales possible. Alors, ce phénomène biologique explique pourquoi, en réalité, l'ensemble des approches thérapeutiques qui visent à contrôler la maladie inflammatoire vont au final avoir un effet bénéfique sur le tissu osseux, et ceci, quelle que soit la modalité thérapeutique que l'on utilise. Je vous montre ici une étude qui est très connue dans le domaine de la polyarthrite rhumatoïde, qui compare différentes modalités thérapeutiques. On voit ici que ces patients, au cours de la première année de traitement, alors que leur polyarthrite n'était pas contrôlée au départ, puis elle l'a été progressivement au cours de l'année, ils perdent un peu d'os, mais finalement, quelle que soit la modalité, et quels que soient les médicaments utilisés, ils n'en perdent pas plus dans chacun des groupes. Il y a quelques essais qui ont démontré que le traitement permettait même de regagner de l'os et de la densité une fois que les patients étaient équilibrés sous traitement. C'est ce que montre ce graphique. Mais finalement, ça n'est pas la molécule elle-même qui compte, mais c'est davantage le bon contrôle de la maladie inflammatoire, de la polyarthrite rhumatoïde, qui est l'élément le plus déterminant dans la prévention de l'apparition des fractures. C'est ce que montre ce petit graphique, où une population a été suivie dans le temps, ici pendant 2 ans, et puis on a regardé la probabilité de fracture de manière cumulée, et vous voyez que la population qui est sous anti-TNF, la courbe bleue, a la même incidence de fracture que celle qui est sous d'autres traitements, en l'occurrence une combinaison de léflunomide, sulfasalazine et hydroxychloroquine. Donc c'est vraiment l'effet thérapeutique sur la polyarthrite rhumatoïde qui est un des éléments clés, et ça explique pourquoi, et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ça explique pourquoi dans beaucoup de ces études, les glucocorticoïdes, qui ont indiscutablement un effet néfaste sur le tissu osseux, ces glucocorticoïdes, ou cette cortisone,
peut être parfois associé à un moindre risque fracturaire. Parce que ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que quand on évalue les effets de la cortisone sur le tissu osseux chez des patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde, on va analyser la résultante, la somme, des effets délétères directs des glucocorticoïdes ou de la cortisone sur le tissu osseux et les effets indirects positifs que ce traitement peut avoir sur le tissu osseux dans la mesure où il va, au moins au début du traitement, participer à un contrôle plus rapide et plus efficace de la polyarthrite rhumatoïde. Donc vous voyez bien que finalement, ce n'est pas tellement le médicament qu'on utilise qui est important. Ce qui est important, c'est d'arriver le plus rapidement possible à bien contrôler la polyarthrite rhumatoïde pour éviter de voir cette polyarthrite rhumatoïde s'associer au développement d'une ostéoporose. Donc, pour conclure, quels sont les points clés à retenir de cette grande présentation avant de t'assaillir de questions, parce qu'on en a reçu énormément tout au long de ton intervention. Donc, je te laisse conclure et nous rappeler. Je pense que les points clés, c'est de bien avoir à l'esprit que le fait d'avoir une polyarthrite rhumatoïde fait de ces patients des patients qui sont potentiellement à risque d'avoir une ostéoporose qui peut être considérée comme une complication au niveau du tissu osseux du rhumatisme inflammatoire et que compte tenu de cet élément-là, il est, à notre avis, nécessaire de bien évaluer le statut osseux des patients avec une polyarthrite rhumatoïde et c'est d'autant plus vrai que l'on avance en âge. Le deuxième élément clé, c'est que en dehors de cette évaluation, le meilleur moyen de prévenir le développement de l'ostéoporose, c'est de bien contrôler la polyarthrite rhumatoïde et de bien contrôler surtout le processus inflammatoire. Et puis le dernier point, on ne l'a pas abordé à travers les diapositives, mais je dirais que ça va de soi, il faut simplement le rappeler ici. Que l'on ait ou pas une polyarthrite rhumatoïde, s'il y a une ostéoporose qui s'est développée, a fortiori si des premières fractures de fragilité sont survenues, il faut absolument que ces patientes ou ces patients soient traités avec des traitements à visée anti-ostéoporotique pour améliorer leur tissu osseux et réduire leur risque de fracture. Si on ne fait pas ça, on ne résout pas le problème. Bon, merci beaucoup. Évidemment, très édifiant et très intéressant. Je pense que ça a beaucoup éclairé ce sujet et je pense que maintenant, chacun est bien conscient du lien entre ostéoporose et PR. Et on a eu beaucoup de questions. Alors, vraiment, de la prise en charge à l'alimentation, ça balaye large. Donc, tu vas être soumis vraiment à plein de choses. Et pour commencer, la toute première question qui est apparue dans les premiers mots de ta conférence, est-il vrai qu'il ne faut pas manger beaucoup de laitage? Et alors, c'est amusant parce qu'il y avait une autre question un peu en lien, c'était faut-il privilégier les laitages de chèvre et de brebis? Donc là, je te fais un package alimentation. D'accord. Ouais, alors on lit beaucoup de choses sur l'alimentation. Beaucoup de ces choses ne reposent sur aucune donnée scientifique valide. L'idée générale dans les conseils nutritionnels, c'est d'avoir une alimentation suffisante et variée. Il n'est pas question d'avoir des excès d'apport de tel ou tel composant d'alimentation, mais il faut manger un peu de tout, y compris des produits laitiers qui sont quand même la source principale de calcium, avec un calcium qui est très disponible pour l'organisme.
et avec des protéines du lait qui ont aussi des propriétés intéressantes pour le tissu osseux. Mais il n'y a pas que les produits laitiers dans lesquels il y a du calcium. Il y en a dans les légumes, dans les fruits, dans le chocolat, dans les eaux de boisson, etc. Donc, si vous voulez évaluer vos apports alimentaires en calcium, vous pouvez aller sur le site du GRIO, G-R-I-O, et vous verrez qu'il y a un petit auto-questionnaire qui vous permet de savoir quels sont vos apports quotidiens en calcium. Ce qu'on recommande, c'est qu'on ait à peu près 1 gramme par jour de calcium. C'est bien de le faire soi-même parce que ça permet aussi de voir quelles sont les sources principales de ce constituant important pour le tissu osseux. Donc, il n'y a pas d'interdit. Il faut manger tout et de manière variée. Et je crois que ça, c'est une recommandation assez simple, mais c'est ça qu'il faut respecter. Ensuite, que ce soit du lait de vache, de chèvre ou de ce que tu veux, ça n'a pas d'importance. Moi, je vais retenir qu'il faut manger du chocolat et pour avoir les 1 gramme, combien de carrés de chocolat il faut... Je dis pas d'excès. Donc, si tu voulais apporter le calcium qu'à travers le chocolat, tu serais en excès. Ça marche pas. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je vois comme question? Alors, on me pose une question sur certains médicaments, notamment l'aclasta, donc acide zolédronique pour son nom pharmacologique. Oui, c'est un des médicaments de l'ostéoporose. Il est notamment indiqué chez les patients qui ont une ostéoporose, en partie induite par la polyarthrite et la prise de glucocorticoïdes, en sachant que lorsqu'on a une ostéoporose induite par la cortisone, il y a un certain nombre de règles à respecter qui sont précisées dans des recommandations nationales. Je dirais que pour nos patients, ce qui est important à retenir, c'est que après 50 ans, on est assez interventionniste à recommander d'avoir des traitements pour protéger le tissu osseux. Avant 50 ans, c'est du cas par cas. Il y a des malades chez qui il faut le faire, il y a des malades chez qui il n'est pas forcément nécessaire de le faire. Alors, il y a plusieurs questions aussi sur vitamine D et calcium. Vitamine D et calcium, ce sont des moyens de prévention. Donc, il faut avoir des taux suffisants en vitamine D et il faut avoir des apports alimentaires suffisants en calcium. Je n'ai pas dit enrichi, j'ai dit suffisant, autour de 1 gramme par jour. Ça, c'est de la prévention. Si on découvre une ostéoporose chez un patient ou une patiente, a fortiori s'il y a une polyarthrite rhumatoïde, le calcium et la vitamine D à eux seuls ne permettent pas de traiter le problème. Et ils n'empêchent pas le risque accru de fracture parce qu'ils ne vont pas corriger la fragilité accrue du tissu osseux. On pose une question sur les implants dentaires. Alors, l'ostéoporose n'est pas une contre-indication à la pose d'implants dentaires. Et 2, les traitements de l'ostéoporose ne sont pas une contre-indication à la pose d'implants dentaires. En revanche, avec un certain nombre des traitements de l'ostéoporose, il convient d'avoir un suivi dentaire régulier parce qu'il existe, lors de gestes invasifs dentaires, un risque de complications, notamment chez les patients qui ont une mauvaise hygiène bucco-dentaire. C'est ce qu'on appelle les ostéonécroses de mâchoire. C'est un risque qui est exceptionnel. Il faut bien mettre en balance le risque de la maladie et le risque des traitements. Le risque que l'on a touche 1 pour 10 000 à 1 pour 100 000 patients. Le risque de faire une fracture chez quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde et une ostéoporose est très souvent supérieur à 20 ou 30% lorsqu'on retient une indication de traiter. Donc, le rapport entre les deux, qui est évidemment une des étapes clés dans la décision thérapeutique, cette balance
lorsqu'on retient l'indication thérapeutique, ne fait aucun doute en faveur du traitement. Parce que bien évidemment, si on a une patiente ou un patient fragile avec un rhumatisme inflammatoire et une ostéoporose, qui a fortiori s'est déjà fracturé une fois, s'il se fracture à nouveau, on va ajouter des comorbidités nouvelles, on va ajouter un retentissement nouveau sur sa capacité fonctionnelle, son handicap, etc. Donc, ça a souvent des conséquences graves pour les patients et pour leur qualité de vie. Et c'est quelque chose qui est souvent difficile à faire percevoir aux patients parce que ils ont l'impression que finalement faire une fracture, c'est pas grave, tout le monde fait des fractures au cours de sa vie ou presque. Faire une fracture de fragilité liée à l'ostéoporose, c'est pas la même chose. C'est une situation différente. Le fait d'avoir un os fragile traduit le fait d'avoir un organisme généralement fragile, et donc c'est un événement qui survient dans un contexte global de fragilité, et c'est en ce sens que les complications peuvent être sévères et ennuyeuses pour les patients et leur qualité de vie. Alors, tu nous as expliqué que, évidemment, l'activité de la maladie ou la prise de cortisone augmentait ce risque. Est-ce qu'il y a d'autres traitements qui ont une influence et qui majorent le risque d'ostéoporose? Alors, il y a quelques traitements, mais beaucoup plus spécifiques, qui peuvent induire une ostéoporose. Je pense par exemple au traitement à visée hormonale que l'on peut donner dans les cancers du sein, dans le cancer de prostate, qui sont des traitements à risque. Dans la population qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire les patients avec polyarthrite rhumatoïde, il y a ce qu'on appelle les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, ces médicaments qui protègent l'estomac lorsqu'on prend de manière prolongée des anti-inflammatoires ou de la cortisone. Ces médicaments constituent un facteur de risque faible, mais un facteur de risque quand même de développement d'une ostéoporose. D'où l'intérêt d'avoir une polyarthrite rhumatoïde qui est bien contrôlée par le traitement de fond et qui permet de se passer des traitements symptomatiques anti-inflammatoires. On a une question aussi autour du sport, en fait, parce qu'on a tous entendu que pour que l'os se refabrique, il faut mobiliser les pieds et en fait un choc au sol pour que ça stimule, etc. Et donc, la question qui nous est posée, c'est d'abord, est-ce que c'est vrai et la complexité de le mettre en œuvre quand on a une polyarthrite rhumatoïde? Bien sûr. Alors, pour faire simple sur les moyens de prévention, il y a, on va dire, 3 piliers à cette prévention. Il y a les apports alimentaires suffisants en calcium et protéines. Il y a la supplémentation en vitamine D, au moins en période hivernale. Et puis, il y a l'activité physique, parce que l'os s'adapte et répond aux contraintes mécaniques qui sont exercées, et que le fait d'être actif va entretenir au minimum son tissu osseux, particulièrement au niveau des membres inférieurs et de la colonne, en sachant, comme tu l'as dit dans ton introduction, que ce sont les activités qui comportent des impacts perçus par le squelette qui sont bénéfiques pour le tissu osseux. Faire du vélo, faire de la natation, c'est bien sur le plan musculaire, articulaire, cardiovasculaire. Ça n'est pas mauvais, mais ça n'apporte pas de bénéfice sur le tissu osseux. La marche, la danse, voilà, ces choses-là, ça peut avoir un effet bénéfique dans une démarche de prévention. Alors, je suis tout à fait conscient que ce n'est pas toujours facile pour les patients avec polyarthrite rhumatoïde, mais là encore, la meilleure prise en charge des rhumatismes inflammatoires aujourd'hui permet de mieux mettre en œuvre ces moyens de prévention parce que, comme vous le savez, nos objectifs thérapeutiques actuels sont de mettre en route le plus tôt possible
un traitement de fond avec pour objectif le meilleur contrôle possible de la maladie inflammatoire. Et si on répond à ces deux objectifs-là, on empêche la maladie d'abîmer les articulations et on permet aux patients de garder toutes leurs capacités fonctionnelles. Alors, ta réponse tout à l'heure sur le traitement qui majorait le risque, quand tu as parlé des IPP, donc Inexium, Mopral, tous ces traitements-là, soulève des questions. Donc là, on a une particulièrement qui s'inquiète un peu, qui dit mais comment ça fonctionne pour que l'Inexium, qui est fait pour protéger l'estomac, puisse devenir un risque d'ostéoporose. Donc c'est le mécanisme en fait. Alors, le mécanisme, il n'est pas très bien expliqué. On a quand même quelques hypothèses. Il est tout à fait envisageable que ces médicaments qui retentissent sur le fonctionnement de l'estomac perturbent un peu l'absorption des protéines et du calcium. C'est une explication qui est apportée. Alors, il ne faut pas non plus vous inquiéter parce que vous avez un protecteur gastrique, hein, mais dans l'évaluation du risque de développer cette maladie, c'est un élément dont on va tenir compte. Et je dirais que c'est ça qui est important dans la démarche, c'est de faire la somme des facteurs de risque importants. La polyarthrite est un facteur de risque important. Vous avez vu, c'est dans le score FRAX qui est là pour toute la population et pas que pour les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est sorti des analyses statistiques des grandes cohortes qui ont été suivies pour faire ce score. Et puis, à la polyarthrite rhumatoïde va s'ajouter d'autres éléments, la prise prolongée de glucocorticoïdes, qui est le premier facteur de risque médicamenteux, et puis ensuite des facteurs de risque plus faibles, la consommation de tabac, très souvent les polyarthrites rhumatoïdes sont des patients qui fument, la prise d'IPP, voilà, tout ça va compter dans la nécessité ou pas d'évaluer le tissu osseux et d'ensuite prendre des décisions thérapeutiques. Parmi les questions, j'en ai noté une, elle est importante pour bien comprendre ce dont on parle. Une de nos auditrices mentionnait le fait qu'elle a eu une fracture de fragilité d'un gros os de mémoire, un fémur. Et pourtant, sa valeur de densité minérale osseuse était dans les valeurs à peu près normales. Elle utilise le terme de nickel. La mesure de densitométrie est un élément qui est très spécifique. C'est-à-dire que si votre valeur elle est basse, vous avez une ostéoporose et vous êtes à risque de fracture. Et plus la valeur de densité minérale osseuse est basse, plus votre risque de faire une fracture, de fragilité à l'occasion d'une chute banale est élevé. Ça, c'est indiscutable. En revanche, ça n'est pas un examen qui est très sensible parce qu'il n'identifie que les patients qui ont une forme quantitative d'ostéoporose. Or, on a beaucoup de malades qui ont des formes qualitatives d'ostéoporose et ça, ce n'est pas nécessairement identifié par la mesure de densité minérale osseuse. Et en l'occurrence, près de 40% des fractures de fragilité surviennent chez des malades qui ont des valeurs de densité minérale osseuse qui n'est pas particulièrement diminuée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les traiter, hein, mais c'est une forme différente d'ostéoporose. L'ostéoporose mesurée par la densitométrie n'est qu'une partie de la maladie générale de l'ostéoporose. On a eu l'hydrocortisone. Est-ce que c'est aussi néfaste que la cortisone? Non, parce que l'hydrocortisone correspond en fait en termes de puissance d'effet, correspond à des toutes petites doses de cortisone. Et évidemment, dans le cas de la cortisone, en tout cas sur les prises très prolongées, plus la dose est faible, moins on est à risque. Alors, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit qu'il y avait de situations où il n'y avait pas de risque.
On donne souvent la valeur magique de 7,5 mg par jour. C'est une valeur statistique au-dessus de laquelle le risque augmente beaucoup. Mais même avec des doses plus faibles, 5 mg, 2,5 mg, le risque de faire une ostéoporose et des fractures liées à cette ostéoporose est augmenté par rapport à une population qui n'aurait pas de cortisone. Encore une fois, sur le long terme, lorsqu'on vous donne au tout début d'une polyarthrite rhumatoïde, de manière courte, de la cortisone qui permet de rapidement contrôler la maladie inflammatoire, ça, ce n'est pas nécessairement un problème. En revanche, ce qui est un problème, c'est les prises prolongées de cortisone. Et c'est tout l'intérêt des traitements de fond et de la démarche actuelle qui est d'arriver à un contrôle optimal de la polyarthrite rhumatoïde en se passant de la cortisone. Et justement, question autour des traitements, on nous demande quels sont les moyens naturels pour éviter tous ces traitements chimiques, parce que les traitements de la polyarthrite étant déjà lourds, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place? Les traitements, les approches non chimiques, alors il y a les moyens de prévention dont on a parlé, à travers l'alimentation et l'exercice. Bon, ça, on peut considérer que c'est naturel. Ensuite, il y a des approches de phytothérapie, mais la phytothérapie, on peut considérer ça comme naturel. Ça reste de la chimie. La phytothérapie n'est efficace que parce qu'il y a des composés chimiques actifs dans les plantes. Voilà, donc il faut vivre avec ça. On pourrait dire que la chimie fait partie de la nature. La question est de savoir si on a besoin ou pas d'être traité et si la balance bénéfice-risque des médicaments est favorable. Si on a plus de bénéfices que de risques de prendre un traitement, je pense que la situation justifie le traitement. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de donner un traitement dont on n'aurait pas de bénéfices suffisants, parce qu'à ce moment-là, les risques, même rares, deviennent inacceptables. Ça, c'est toute la démarche médicale qui est basée là-dessus. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Oui, parce qu'on a un participant qui vous propose Reine des Prés, bambou, des choses comme ça. Oui. Alors, là, pour le coup, il y a des choses qui ont été évaluées, mais c'est de la prévention. D'accord. Alors, tout n'a pas été évalué en phytothérapie, mais bon, ça reste du domaine de la prévention. Si on est dans une situation où la maladie est déjà installée, où on a une ostéoporose, a fortiori s'il y a déjà une fracture qui est survenue, ces moyens-là ne sont pas suffisants et il n'y a aucune étude qui a montré que ça permettait d'améliorer le statut osseux. Dans ces situations-là, il faut un traitement médicamenteux. Alors, je vais faire remonter les deux questions d'Adrien qui patiente depuis longtemps. J'avais laissé de côté sa question parce qu'il me semblait qu'elle allait être plutôt vers la fin, une ouverture. Il se pose la question des autres comorbidités de la polyarthrite rhumatoïde au-delà de l'ostéoporose. Ouais. Alors, l'autre comorbidité principale, c'est la comorbidité cardiovasculaire. Les patients atteints d'une maladie inflammatoire, et particulièrement la polyarthrite rhumatoïde, sont plus à risque que la population générale de développer des maladies cardiovasculaires. Mais là encore, on a maintenant des données qui sont pour nous très importantes, qui montrent que si on contrôle bien la maladie inflammatoire, rhumatologique, on réduit ce surrisque cardiovasculaire. Donc, j'ai insisté beaucoup sur cet effet indirect bénéfique sur le tissu osseux, mais on l'a aussi sur les autres tissus comme le tissu cardiovasculaire.
l'élément central, ça reste quand même le bon contrôle de la polyarthrite rhumatoïde pour éviter les comorbidités qui sont toutes induites par un phénomène d'inflammation persistante mal contrôlée. Ok, Élodie, il reste des petites questions qui vont échapper, que tu as, toi, relevées. Alors, à part celle d'Adrien auquel il fallait rendre justice. Qu'est-ce que j'avais vu? On a répondu à pas mal de choses. Hein. Oui. Le temps que tu vois, toi, si tu en as de ton côté, j'en ai encore une, c'est la densitométrie sur l'avant-bras et le bas du dos, à cause d'une prothèse de hanche, par exemple, est-elle aussi juste que celle qui est pratiquée habituellement? Alors, il faut être clair là-dessus, la mesure au radius, elle n'a pas un grand intérêt. Voilà. Il y a une seule maladie, on la recommande, qui est une maladie endocrinienne qui s'appelle l'hyperparathyroïdie, mais dans toutes les autres situations, c'est pas très pertinent. Il y a beaucoup de fluctuations d'un patient à l'autre et on n'a pas de bonnes données qui permettent, à partir d'une mesure au poignet, d'évaluer le risque de fracture du patient que l'on a mesuré. Donc le poignet, dans notre expérience, c'est pas à faire. Alors, ce qu'on fait, si on a un patient qui a 2 prothèses de hanche, ben on va mesurer que la colonne vertébrale. Et puis, ben, si on est dans des situations comme ça existe parfois, où on ne peut pas faire la mesure au niveau de la colonne parce que, par exemple, il y a déjà eu des fractures vertébrales, 2 prothèses de hanche, ben, il faut faire sans densitométrie. Mais on est déjà dans une situation dont on sait que de toute façon, il faut traiter le patient puisqu'il a déjà fait des fractures. Voilà. Donc, on fait sans. On arrive toujours à se débrouiller. Hein, voilà. On a une question qui revient de Coralie, qui était restée de côté, mais qu'elle nous repose pour être sûr qu'on ne l'oublie pas, et elle a raison. À quelle fréquence faut-il surveiller son évolution? Donc, cette ostéodensitométrie, à quelle fréquence faut la faire pour surveiller cette fréquence, elle va dépendre d'un certain nombre de paramètres. Elle va dépendre de l'âge auquel on développe la polyarthrite rhumatoïde. Elle va dépendre de l'agressivité de la polyarthrite rhumatoïde. Est-ce qu'elle est très inflammatoire ou pas? Parce qu'évidemment, plus la maladie est inflammatoire, plus le risque de voir le statut osseux dégradé rapidement est élevé, et donc va imposer de faire des mesures plus souvent. Elle va aussi dépendre du bon contrôle ou pas de la polyarthrite rhumatoïde. C'est un autre élément. Donc, bon, je n'ai pas donné une véritable réponse. Hein. Si, imaginons quelqu'un qui a une polyarthrite qui se déclare, on fait une mesure de densité minérale osseuse pour avoir une valeur de référence. Et ensuite, la polyarthrite rhumatoïde, elle est bien contrôlée avec un traitement de fond qui est efficace, qui permet de se passer de corticoïdes. On va finalement se retrouver dans la situation d'un sujet qui n'aurait pas une polyarthrite rhumatoïde, et auquel cas, il n'est pas nécessaire de renouveler régulièrement la mesure de densité minérale osseuse. En revanche, on a quelqu'un de 65 ans qui est donc, de par son âge, et a fortiori si c'est une femme, de par son sexe, dans une situation qui est déjà à risque d'ostéoporose. À ceci se greffe une polyarthrite rhumatoïde mal contrôlée, la prise de cortisone. On trouve une valeur qui est déjà un peu abaissée. Ben, peut-être que cette patiente, on va lui conseiller de refaire une mesure de densité minérale osseuse dans un délai de 2 à 3 ans. Hein. En sachant que c'est un délai que l'on considère pour cet examen court. Ça sert souvent à rien de faire des densitométries plus rapprochées que ce délai de 3 ans, parce que
les variations de densité sont souvent faibles et si on fait une mesure, par exemple, tous les ans, on ne va rien voir comme variation. Ok. On a une question de Nelly qui s'interroge à juste titre sur l'arrêt de la cortisone. En fait, si la cortisone a un impact délétère sur la qualité de l'os, est-ce que si on arrête cette cortisone, on pourrait améliorer la qualité de l'os, même sur une PR ancienne? Oui. Est-ce que c'est réversible? Ça a bien été montré. C'est quelque chose qui est très spécifique à la cortisone d'ailleurs. Le risque de fracture sous cortisone au long cours augmente assez rapidement. Il augmente même plus rapidement que ne baisse la vitesse de perte osseuse mesurée par densitométrie. Et à l'inverse, si on arrête la cortisone, ce risque de fracture par fragilité osseuse régresse dans les mois ou années qui suivent l'arrêt de la corticothérapie. Ok, moi j'ai fait beaucoup de questions là. Je pense que tu as été vraiment généreux avec ton temps puisque tu es allé au-delà du temps qu'on t'avait demandé. Donc on va pouvoir te libérer. Merci infiniment pour toutes tes réponses très précises et de tout ce temps accordé. Je pense que les témoignages là, des participants sont nombreux pour te remercier pour cette intervention. Je vais souhaiter à tout le monde une bonne soirée et laisser le mot de la fin à Thierry quand même. Oui, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Je pense que les questions posées montrent l'intérêt du sujet. J'espère avoir éclairé un peu les participants. Merci pour vos questions nombreuses. J'espère qu'on a à peu près répondu à tout le monde et que voilà, personne ne nous en voudra d'avoir raté la question piège. Vous voyez à l'écran l'image d'une brochure qui avait été élaborée il y a quelques années maintenant, mais dont le contenu reste tout à fait acceptable, que vous pouvez consulter sur le site de l'association ou en faire la demande auprès de l'association par mail ou par téléphone. Donc voilà. Élodie, si tu as peut-être un petit commentaire pour terminer. Je souhaitais vous remercier pour votre présence et votre participation nombreuse. Comme tu as pu le constater, le nombre de questions était assez important ce soir. Donc voilà, merci à tous en tout cas pour votre participation active. Merci beaucoup. Bonne soirée et au mois prochain pour Peur et Croyance avec Laure Gossec. Bonsoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, professeur. Au revoir.